Une armure taillée pour l'homme moderne parti à l'assaut du monde industriel. L'universel costume cravate. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien Manuel Charpie avant de retrouver la chronique de Manon Bril. La barbe ne fait pas le philosophe, disait Plutarque. L'habit ne fait pas le moine, répondaient les médiévaux. Et pourtant, pour habiter la fonction, on doit endosser le costume, si possible, pas trop grand pour soi. Le vêtement est un langage, et c'est un langage commun. Chacun peut le parler, en user, en abuser, le détourner. Le sens du vêtement se retourne comme on retourne sa veste. L'histoire du costume cravate, la panoplie de l'homme moderne depuis la seconde moitié du XIXe siècle, est celle d'une silhouette bien ajustée, mais c'est aussi celle de ses désajustements, par les féministes, par les teddy boys, par les sapeurs congolais. C'est aussi l'histoire de l'industrialisation, l'histoire de la modernité, l'histoire de la manière dont on peut accepter ou contester l'uniformisation du monde. Pour en parler, Manuel Charpie, historien des cultures matérielles et des cultures visuelles au XIXe siècle. Le costume complet, le complet veston, se diffuse véritablement à partir des années 1880-1900 dans le monde. Ça fait déjà presque une cinquantaine d'années qu'il est en chemin, sous la forme du paletot et dans la forme qu'on connaît aujourd'hui encore, en fait, de ce veston, de cette chemise blanche, le plus souvent cravate et pantalon, le tout dans un tissu uni. C'est devenu l'uniforme de l'homme moderne, du sportsman aussi, c'est-à-dire d'un nouveau corps plus athlétique, plus hygiénique, mais aussi complètement connecté à l'histoire économique. Et cette nouvelle silhouette qu'on trouve dans toutes les publicités peut se décliner dans plein de formes différentes. Globalement, c'est une nouvelle silhouette avec des épaules plus marquées, plus viriles, plus entreprenante qui va se mettre en place. Et à partir de là, le complet veston est, oui, l'uniforme, le signe d'une réussite économique, d'un pouvoir politique, tout un monde accompagné par une nouvelle silhouette. Cette silhouette ne se limite pas du tout à l'Europe ou aux États-Unis. On la retrouve dans tous les grands centres urbains, en fait, dès les années 1890, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Elle devient le signe de la réussite, le signe de la connexion avec le reste du monde. Et on va voir dans toute la publicité, c'est le cas sur les affiches qui veulent montrer la modernité, on la revendique comme une silhouette de l'homme engagé dans le nouveau monde. Et l'autre type de diffusion qui va être aussi très très frappant, c'est que ça va être un outil de modernisation de la société. Donc ça va devenir un vêtement aussi imposé aux populations. Je vais juste prendre quelques exemples, mais au Japon, fin du 19e siècle, le Japon décide de devenir un pays occidental, en quelque sorte, en tout cas de s'emparer de toute la modernité technique, du capitalisme à l'occidental. Et dès 1894, Meiji impose à ses fonctionnaires le costume à l'occidental. C'est le cas, par exemple, avec Atatürk, qui veut européaniser la Turquie, et c'est la fameuse loi en 1925, la loi du chapeau, mais qui en fait concerne la totalité du costume. Il va à la fois promouvoir très largement dans la société le costume et forcer les fonctionnaires, y compris à l'Assemblée, à porter ce costume. Et on a la même chose, dernier exemple, en Afghanistan, où le roi Amanullah Khan force notamment tous les députés, tous les représentants un peu élevés du pouvoir à porter le costume à l'occidental. Moderne, le costume l'est par sa fabrication. Sa silhouette, qui rompt avec les redingotes ajustées du début du siècle, naît dans l'Amérique des années 1850 avec la mécanisation. Le costard est industriel. On le produit en série.
Aussitôt, son succès stimule les innovations de tout poil. Cravates et nœuds papillons prénoués, faux cols rigides en celluloïd, matières synthétiques infroissables, polyester et nylon. Machines aussi pour automatiser la prise des mesures. Rapides essayeurs et corporimètres dès les années 1880 jusqu'au bodygraph que la belle jardinière popularise dans les années 1960. Le costume devient une haute technologie. Une technologie qu'on expose au Musée d'art moderne de New York en 1947. Une technologie autour de laquelle gravite aussi tout un monde de petits métiers sous-qualifiés. Noueurs de cravates, cireurs de chaussures, blanchisseuses, diaspora chinoise des pressings californiens. Le monde moderne s'échelonne de ceux qui portent le costume à ceux qui en assurent l'entretien. En fait, très vite, va se marquer une frontière entre ceux qui vont avoir les moyens de se payer un costume sur mesure, et puis ceux qui iront vers la confection qui va devenir au XXe siècle le prêt-à-porter. L'autre signe de distinction qui va être rejoué dans ce monde qui semble uniforme au premier coup d'œil, c'est la manière de mobiliser tout un tas d'accessoires. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on a des effets de retournement, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans les années 20 l'idée que la cravate fantaisie, par exemple, est un signe distinctif plutôt de gens qui peuvent se permettre des fantaisies. Donc pas tout le monde, l'employé de bureau ordinaire ne peut pas. Et puis ça va être l'inverse à partir des années 70 où, en gros, la cravate fantaisie devient plutôt une sorte de signe de ringardise. Et puis l'ultime distinction ces dernières années, si on regarde du côté des grandes entreprises, notamment aux États-Unis, c'est de plus porter de cravate. Mais il n'empêche que dans le même temps, et c'est ce qui est très frappant avec ce costume complet, on va créer une nouvelle catégorie sociale, les cols blancs, donc où on désigne une catégorie sociale par son vêtement, pour désigner tout ce nouveau monde, alors qui monte tout doucement à partir du milieu du 19e siècle, et pour devenir omniprésent au 20e siècle, c'est le monde de l'administration. Donc on va appeler ça au 19e siècle les ronds de cuir, c'est ce petit coussin en cuir sur lequel on s'assoit. Et il y a un ouvrage assez central dans cette notion de Mills qui s'appelle White Collars, et qui est une enquête publiée en 1951 dédiée à la classe moyenne américaine et qu'on décrit donc par son vêtement. On fixe le terme de col blanc qui s'oppose au terme de col bleu, ceux qui travaillent de leurs mains, ceux qui portent la veste en général à même le corps. Et puis le col blanc, c'est justement celui qui maintient blanc son col parce qu'il ne travaille pas de ses mains. Pendant que l'homme moderne travaille en costume au bureau, son épouse reste en robe à la maison. À l'homme, le costard. À lui seul le dynamisme? Non. À l'âge du costume-cravate, les femmes aussi travaillent. Les femmes font du sport et leurs tenues s'adaptent elles aussi. Dès la fin du 19e siècle, le tailleur londonien John Redfern fabrique pour la femme moderne une tenue inspirée du costume masculin. Veste et jupe assorties en drap, le costume tailleur est né. Il devient au XXe siècle une pièce centrale de la mode féminine dont s'empare aussi bien Christian Dior que Coco Chanel. Mais il y a l'histoire des vêtements et celle des femmes qui les portent. C'est là que se jouent les vraies ruptures, là que s'inventent les vraies révolutions. Dans les bars lesbiens du Paris de l'entre-deux-guerres, par exemple, où la culture queer arrache aux hommes le privilège du costume. Plus d'ajustement ici, plus de traduction au féminin, dans des étoffes plus fines, aux courbes plus marquées. Porter le costume, c'est signifier aux hommes qu'ils n'ont ni le monopole de l'autorité, ni celui du charisme, ni de la séduction. C'est défier les frontières du genre en franchissant celles du vêtement. Et très vite, en fait, on va avoir des figures, notamment comiques, qui vont s'emparer de ce vêtement. Et on songe évidemment à Charlie Chaplin. On l'a tous en tête dans ce costume trop étriqué, cette figure de l'homme marginal, innocent, qui est jeté dans cette société dont il ne comprend pas vraiment les codes. Il comprend pas non plus la brutalité, il comprend pas l'économie, il comprend pas le monde du travail qui va avec. Et donc il y a la figure de Chaplin, mais il y a aussi évidemment, par exemple, la figure de Tati, avec ce costume trop court, où ce corps trop grand est engoncé.
Et ces figures vont, juste simplement par leur innocence et par leur incapacité à habiter leur costume, vont manifester leur incapacité à habiter ce nouveau monde qui violente les corps. Et donc, ça va être une manière aussi de critiquer la société. En parallèle, on va avoir aussi des appropriations et des détournements sociaux. Ça va être le cas, par exemple, des Teddy Boys en Angleterre, qui vont revendiquer une manière quasiment aristocratique de s'habiller. Et ces jeunes gens vont manifester, en s'emparant du costume, une réussite économique qu'ils n'ont pas du tout. Et par là, on le devine, rejeter le fait d'aller travailler à l'usine. L'autre mouvement qui va se développer en fait dès les années 1900, c'est-à-dire très tôt, le mouvement de contestation contre ce complet, contre ce costume, on va le trouver par exemple en Allemagne, dans tous les mouvements de rejet de la société qui défendent la vie en communauté, où on va notamment vivre souvent nu ou avec des toges, en gros avec du drapé contre le cousu et la contrainte du vêtement cousu, et en particulier le complet veston. Et c'est une pensée qui va être reprise dans les années 30 aux États-Unis par les proto-hippies, et puis qu'on va retrouver à partir des années 60, le complet veston et le costume oni de tous ces mouvements qui rejettent la société telle qu'elle est. À bas cost, à bas le costume. En 1972, ce mot d'ordre résonne dans tout le Zaïre. Fini la colonisation, fini le costume cravate, fini le temps où il fallait dire à même la peau sa soumission aux Européens, à leur mode, à leur modernité. L'Abacoste, c'est le veston sans col de Mobutu, l'anti-costume cravate qu'il impose au pays. Son modèle, le col Mao. Depuis sa victoire contre le Kuomintang de Chiang Kai-shek en 1949, le Parti communiste chinois invente, pour dire son programme égalitaire, des tenues sans sexe, sans classe, sans âge. Aussi loin des tenues codifiées de la tradition chinoise que du costume occidental qui lui avait succédé du temps de Sun Yat-sen. À mesure que le maoïsme s'impose dans le monde comme fer de lance de la lutte révolutionnaire, les leaders anticoloniaux formés en Chine à l'art de la guérilla reprennent l'uniforme de leur maître chinois. Contre le costume de la modernité capitaliste, de la Chine au Zaïre, on arbore le col Mao. Il y a une formule très connue de Barthes qui dit que le vêtement est un fait social total. C'est très net, c'est-à-dire il y a un enjeu social très fort, il y a un enjeu économique, de comment on s'identifie économiquement, il y a un enjeu politique, puisque j'ai dit que ça devenait le vêtement du politique et qui pouvait parfois être imposé pour changer les élites politiques. C'est aussi un objet, c'est très clair avec le costume, c'est incarné vraiment. C'est que le vêtement, dès qu'on travaille sur le vêtement, on travaille à l'interface entre la société dans son ensemble, le regard de la société, les normes de la société, et puis un individu au plus près de son intimité, puisque le vêtement, c'est dur de faire plus intime, en termes en tout cas corporels. Et le costume incarne vraiment ça, puisque vous avez une sorte de carapace extérieure, et puis cette chemise qui manifeste une hygiène qui est près du corps. Et donc, faire l'histoire du vêtement, c'est aussi saisir cette articulation et aussi toutes les manières de résister, de contester, de détourner. Ce qui m'intéresse en travaillant sur le vêtement, c'est aussi de voir qu'en fait, tout le monde est un peu sociologue du vêtement. On se rend compte que toute la société sait décoder les vêtements, sait lire des vêtements, sait s'en emparer, manipuler ces signes. Et il n'y a pas tant de domaines que ça qui sont investis à ce point-là par toutes les classes sociales. Le vêtement est un discours, les gens qui investissent dans le vêtement savent porter un discours sur leur vêtement, et le reste de la société sait lire ce discours. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. Avec le prêt-à-porter et la démocratisation de la couture, tout le monde peut maintenant posséder un costume cravate. Pourtant, de nos jours, le costard est en déclin et ses ventes auraient chuté d'environ 60% en moins de 10 ans. Probablement parce qu'on va de moins en moins travailler en costume, des entrepreneurs à col roulé influents tels Steve Jobs ayant ouvert la voie. De plus, symbole d'un travail aliénant, le costume cravate peut aussi être diabolisé par certaines créations. C'est le cas dans la légende urbaine du Slenderman. Créé de toutes pièces par Internet en 2009, ce monstre
monstre, dont le nom signifie homme élancé, a l'apparence d'une immense silhouette humaine, aux bras étirés avec un grand visage vide et ayant pour seul élément distinctif un costard-cravate. Et c'est bien la combinaison d'un élément extrêmement familier avec de l'étrange qui procure un sentiment de mal-être. Sa légende très populaire a donné lieu à une tonne de créations, y compris un jeu vidéo qui a été décliné dans de nombreuses versions. Avec une extrême simplicité, ce jeu réussit à faire d'un simple businessman sans visage votre pire cauchemar. La grande popularité de cette légende urbaine a poussé la BBC à la qualifier du premier grand mythe du web, qui devient peut-être un témoin de combien le costume-cravate hante plus que jamais nos angoisses. Alors, vous l'avez vu passer, Slenderman, l'homme élancé. Si l'on ne sait plus trop où il est aujourd'hui, c'est que nous entretenons un rapport embarrassé avec la modernité industrielle dont le costume-cravate est l'uniforme. L'occidentalisation du monde a connu bien des contestations. Raison de plus pour ne pas détourner le regard face à cette question de la domination bureaucratique. En 1982, le sociologue Luc Boltanski l'abordait frontalement dans son livre « Les cadres ». Il montrait comment, dans la société française de l'après-guerre, le monde de l'entreprise, celui de la bureaucratie, s'incarnait dans cet homme passe-partout, le cadre, toujours visible, mais partout insaisissable. On peut le relire aujourd'hui, ce classique de la sociologie. À la semaine prochaine.